presque fini. On est en train de constituer la bibliothèque numérique. Elle est presque finie. Mais maintenant, si vous avez besoin, tu as besoin de quelque chose dans un domaine, tu peux voir ton encadreur déjà, il sait quels sont les gens qui travaillent dans le domaine, tu peux avoir les consignes, s'il y a les documents. On est en train de finir de constituer la bibliothèque numérique. On va mettre à disposition des étudiants. Bon, vous devez, je pense que comme vous êtes en master 1, d'ici l'année prochaine, depuis la rentrée, tout sera disponible pour puissiez travailler avec. Alors, vous voyez l'écran? Monsieur, oui, monsieur. D'accord. Donc, on va aller rapidement où on était. Alors, si je reviens un peu en arrière, nous avons lu tout ce qui, bon, définition, le contexte, ça va. Le contexte, on a parlé des enjeux, surtout des enjeux de l'énergie marine renouvelable. Et puis, on a passé en revue les différents types d'énergie marine renouvelable qu'on avait. Je cite, si j'ai oublié, vous me rappelez ça, on a eu, bon, vous pouvez citer, on va partir. Bon, ils sont pratiquement là. On a l'éolienne. Énergie éolienne en mer. Bon, en grand. Voilà, l'éolienne en mer, bien entendu. Bon, on a l'énergie hydro-éolienne. Hydrolienne. Énergie marée motrice. Marée motrice. L'eau motrice. Eau motrice. Énergie technique. Thermique. Et puis on a osmotique. Osmotique. Voilà, donc c'est en gros. Alors, et puis on s'est arrêté sur cette diapo-là où on a parlé du stade de développement. Ça va? Et puis à quel niveau de la côte, à quelle profondeur, et puis les caractéristiques du site d'installation. Alors aujourd'hui, on va continuer par les mêmes caractéristiques, mais une comparaison aussi avec le niveau donc, de développement, avec le tableau que nous avons ici. Alors ici, ce tableau, on a l'énergie marémotrice, hydrolienne, l'eau motrice, thermique et osmotique. Alors en matière de ressources, voici ce qu'on a, ce que chacun peut donner. C'est bon? Je pense, dans l'habitude, je pense que ça doit être, c'est plus de kilowattheure, mais c'est du térawattheure, je crois. Ça doit être térawattheure. Vous allez vérifier. C'est bon? Un par un, vous voyez que celui qui donne plus, c'est l'eau motrice. Vous voyez qu'on a 80 000, on a 300 avec marée motrice, l'hydrolienne 800, thermique 10 000 et puis 2 000. Donc, vous voyez là, la capacité. C'est bon? Monsieur. Vous voyez la capacité par an. Ce n'est pas un stock qu'on a, hein. C'est ce qu'on peut obtenir par an. C'est ce pour lequel on dit renouvelable. Ce n'est pas. Et puis, quand c'est par an, là, normalement, si il y a le matériel, ce n'est pas comme si l'année prochaine, ça va s'épuiser. Mais en ce moment même, c'est pratiquement votre installation, tout ça. Ça va vous permettre d'avoir. Donc, on voit la capacité, la quantité d'énergie par an qu'on peut avoir. Alors, si vous partez en arrière, vous pouvez repartir en arrière. Ça, c'est les recherches personnelles à vous. Vous pouvez essayer de comparer à l'énergie électrique ou bien l'énergie hydroélectrique qu'on a à partir des deux thermiques. Vous allez comparer pour voir le potentiel donc, de ces énergies marines renouvelables. Le stade de développement, l'énergie marémotrice, elle est au stade industriel pour les baromètres classiques, précoce pour les legal offshore. Alors, les legal offshore, bon, je pense que ce sont les lagunes, ça va, mais on peut utiliser aussi au niveau de la marée, puisque le plus souvent aussi, elles sont connectées aussi. Je pense que c'est juste, je donne l'exemple du canal de Bridien.
c'est vrai qu'il est artificiel, mais on sait bien que quand la marée monte, l'eau entre dans la lagune et bleue, le niveau aussi monte aussi. C'est bon? Donc, quelquefois, ceux qui ont un canal artificiel, on peut utiliser pour les lagunes offshore qui sont au niveau du. Donc, on a, il est avancé pour la marémotrice, il est déjà au stade industriel. Et puis, l'éolienne, très avancée, c'est bon, parce que je vous l'ai dit, c'est le plus, ça a été assez expérimenté sur le continent. Et puis, quand on revient au niveau de l'océan, c'est beaucoup avancé. L'eau motrice, on a au stade pré-industriel. Mais il y a certains projets qui sont un peu avancés, mais ce n'est pas encore. Il y a certaines personnes qui peuvent le faire au stade expérimental, ils l'ont quelque part, mais ce n'est pas au stade industriel, ils ne sont pas en train de le produire à grande quantité et en train de le faire pour les autres. Mais là-dessus. Alors, thermique et osmotique, là, c'est encore précoce. Mais quand même, ça fait partie de ceux qui donnent beaucoup, qui vont donner 10 000, 2 000, vous voyez, c'est beaucoup. Quand cette technique-là sera maîtrisée, au stade industriel, normalement, il ne doit pas trop avoir de problèmes énergétiques pour surtout les pays qui vont le faire. Et puis, bon, de toute façon, si c'est un exemple, si la Côte d'Ivoire arrive à produire énormément, bon, la sous-région, même si on parle de façade maritime, actuellement, c'est la même chose, on produit l'électricité qui est vendue en Guinée. Bon, la Guinée, bon, c'est une affaire d'économie, sinon, je pense que c'est une façade maritime. Comment on appelle? Au Burkina, Mali. Donc, plus même on en aura, je pense que tout le continent est toute la surface. Une question. Parce que pour l'énergie hydroélectrique, on dit c'est parce qu'on ne peut pas conserver, on essaie de vendre à l'extérieur. Si, par exemple, si le barrage le barrage de Soubé, le barrage de Soubé produisait quelque chose de 80 km par jour. On ne pourra pas conserver 100 km parce qu'ils sont obligés là. Bon, en fait, je te comprends. Vous dites qu'on le vend parce que ce qu'on produit là, si on ne peut pas expliquer, on ne peut pas le conserver. Bon, ça peut être dedans aussi, mais toujours est-il que même si c'était on pouvait le conserver, on était obligé de vendre. Eux, ils n'ont pas certaines capacités, on allait leur vendre. Quel que soit le fait qu'on puisse ou pas. Maintenant, si c'est parce qu'on ne peut pas, ça ne fait qu'arranger. Si tu ne peux pas conserver, que tu vends, tant mieux. Mais sinon, même si on arrivait à conserver, je pense qu'on allait toujours vendre. La question est est-ce que ces énergies-là, ces énergies qui arrivent là, on peut les conserver aussi? Bon, ça, je saurais te dire. Mais je pense que ça peut être peut-être les mêmes systèmes, là, puisque à la fin, c'est de l'énergie qu'on produit. Est-ce que ici aussi, on pourra stocker, contrairement à l'autre côté où on ne stocke pas ici, ça va, je me dis que ça pourrait être les autres choses. Mais de l'autre côté, c'est vrai, on va plus tabler sur le matériel, de toute façon, si on le fait, c'est ton matériel, peut-être que tu le gagnes, sinon, si tu ne peux pas, tu produis ici, on en a besoin, et on peut satisfaire la demande, bon, même si le reste est produit. Mais je pense que ça peut, le système de conservation doit pas être trop différent. Alors, les avantages pour l'énergie marémotrice, c'est éprouvé, c'est-à-dire on a expérimenté, c'est bien, c'est fonctionnel, donc vraiment, c'est plus ils sont au stade industriel pour certains, donc c'est éprouvé, ils ont tout expérimenté et puis c'est bon, ça fonctionne. Pour l'éolienne, espace nécessaire, pardon, les avantages, espace nécessaire réduit. Donc ici, lui, son avantage, c'est que pour la marémotrice, c'est qu'il s'est avancé. L'autre, espace nécessaire réduit, c'est-à-dire l'espace qu'on a besoin pour implanter ces éoliennes, on n'a pas besoin d'un grand espace. Même si c'est en mer, bon, on n'a pas besoin d'un grand espace. Vous avez vu, c'est juste le truc qui est implanté, qui est long, qui reste. Ensuite, pas ou peu de structures apparentes. Donc, les structures qui apparaissent, on voit, c'est le truc avec les listes, on ne voit pas un gros bâtiment, tout ça. C'est bon. Pour l'eau motrice, pas besoin de fondation, entretien aisé. Voilà. Donc, lui, c'est son avantage, ça. Thermique, production continue.
produit à chaque moment. Sans doute que les autres côtés, c'est pas, peut-être ça sera par moment, ça va faire que si on a assez de vent, on a moins de vent, il va moins produire, alors que le thermique, la production, elle est continue. Ensuite, prédiction parfaite, c'est-à-dire ce qu'on prédit par rapport à l'état de température aux données, ce qu'on prédit, c'est pratiquement ce qui sort aussi. Ça va? Voilà. Production d'eau douce et, non, d'eau douce et d'air conditionné. Bon, eau douce, je ne sais pas si c'était quand on parle de production d'eau douce, j'étais en train de chercher moi-même aussi. Est-ce que, parce que c'est la différence de l'eau côté, c'est parce que l'eau est salée. Mais je vais bien chercher encore parce que moi, j'aurais dû voir ça peut-être dans osmotique où on allait me dire production d'eau douce, peut-être qu'il allait avoir un traitement. Et puis, pourquoi on ait de l'eau douce? Mais bon, ici, la température, bon, c'est à voir. Nous tous, on va chercher. Alors, osmotique, production continue aussi, prédiction parfaite aussi, et puis entretien aisé. Donc, on donne l'avantage de chacun. Et puis, les inconvénients, fonctionnement intermittent, on a dit, c'est pas continu. C'est ce qu'on a dit par rapport, contrairement à l'autre où c'est continu, thermique et osmotique. Bouleversements environnementaux majeurs, donc au niveau avec les, comment dirais-je, la technique, le matériel, les installations, tout ça, ça a un effet sur l'environnement où c'est installé. C'est bon? Ça a l'inconvénient un peu. Faible potentiel mondial, sauf si utilisation de la c'est-à-dire au niveau mondial, le potentiel est faible. Sauf si aussi on ajoute maintenant au niveau des lagunes, c'est bon, les lagunes offshore pour leur production aussi. Si on ajoute là, la production peut être élevée. Vous voyez que c'est la plus petite production. Ça fait 300. Voilà. Ensuite, on a l'hydrolienne. Fonctionnement intermittent aussi. Ça va, c'est pas continu. Entretien compliqué. C'est vrai qu'il est simple, il apparaît de ton entretien. Il est compliqué. Impact a priori négatif sur la faune et la flore. Bon, on dit a priori, c'est-à-dire avec les quelques simulations ou bien ce qui va sortir au niveau de la production, on espère qu'on estime que dans la zone où c'est là, il va avoir un impact négatif sur la faune et la flore. Alors, zone exploitable restreinte peut empêcher les activités maritimes. Voilà, dans la zone là. C'est-à-dire, s'il y a des activités, la zone où malgré qu'il n'est pas trop apparent, mais dans la zone où je trouve là, bon, ça peut empêcher certaines activités. Alors, la zone exploitable restreinte, bon, quand je vois ça, je me dis c'est le vent, je ne sais pas, ça c'est à voir. Alors, houlomotrice, fonctionnement intermittent empêche les activités nautiques maritimes aussi. Donc, aux alentours, il y a des activités qu'on ne peut pas trop faire, ça va empêcher. Et puis, fonctionnement intermittent aussi. Alors, le thermique, investissement initial conséquent, investissement très lourd. Voilà. Solution réservée aux zones tropicales. Donc, ça, c'est beaucoup plus, puisqu'on parle de température, et c'est dans ces zones tropicales-là que la température de l'eau est élevée. Donc, c'est réservé, c'est l'inconvénient, ce n'est pas partout, mais les installations sont onéreuses, sont coûteuses, et puis, onéreuses, pardon, et coûteuses. La technique, elle est complexe aussi. Ça va. Donc, c'est ça, ça réside dans sa complexité. Mais sinon, normalement, excusez-moi, elle permet d'avoir assez quand même pour le projet beaucoup d'énergie. Alors, pour l'osmotique, c'est la même chose, investissement initial conséquent. Le rendement est un peu faible par rapport à l'houlomotrice et thermique. Donc, quand on compare aussi par rapport aux investissements et ce qu'on donne, le rendement est un peu faible. L'autre, même si on met de l'argent pour nos motrices, on met assez d'argent, mais on voit que le rendement quand même est assez conséquent. Nécessite un accès à l'eau douce. Effectivement, on a dit que c'était placé pratiquement au delta aux embouchures, où il y avait le contact eau douce, eau de mer, où on allait utiliser la différence de salinité. Donc, c'est clair que si on est dans un endroit, c'est où on a de la mer, l'océan, mais si on n'a pas de contact avec l'eau douce, on ne peut pas l'utiliser.
Alors, donc, c'est un peu ce tableau comparatif-là qu'on a. Alors, si vous avez des questions, quelques questions, avant qu'on nous passe, je peux essayer de répondre à ces questions. Sinon, on va passer à la question suivante. C'est bon, vous êtes là? Bon, monsieur, il n'y a pas vraiment de questions. Hein. On n'a pas vraiment de questions. D'accord. On se connaît. Concernant le tableau. Ce qu'on a disparu. Ah, il y a plus longtemps, ça ne pas. Oui, il était connecté. Et je crois qu'il est. Il a disparu. Bon. Le refus, il est là, on le voit bien. Oui, monsieur, je suis là, je suis là. Alors, la détermination du potentiel. Donc, c'est ça, il y en a 3 petits diapos rapidement qu'on va regarder. Puis, je vais dire, alors, une chose qu'on doit d'abord retenir, c'est qu'au niveau de l'énergie marine renouvelable, donc on dit renouvelable, c'est-à-dire inépuisable, c'est-à-dire ça ne s'arrête pas, ça ne finit pas, ce n'est pas comme une mine, on finit d'exploiter, on dit c'est fini, c'est vide, on ne sait pas. Au niveau de l'eau, c'est vrai que la puissance des hydroélectriques, si les comparateurs de pluie et autres, tout, ça, on va pas parler de réserve, mais on va parler plutôt de potentiel. Parce que ça ne définit pas, donc on va parler de réserve. À chaque fois que c'est produit, on va parler de réserve, non pas du potentiel. Il existe, mais quelle est la quantité, qu'est-ce qu'il nous donne comme énergie? C'est de ça dont on va parler de l'énergie. Alors, ici, il y a aussi les thèmes qu'on a, les 3 thèmes. On va partir dans la détermination, on va partir de la détermination du gisement énergétique. Ensuite, après le gisement énergétique, on va passer au potentiel technique. Et puis du potentiel technique, on va passer au potentiel technico-économique. C'est bon? C'est ça. D'abord, on aura le gisement énergétique qu'on va caractériser. Ensuite, on va passer, chercher maintenant le potentiel technique. Et puis ensuite, on va arriver au potentiel technico-économique. C'est vrai, on a parlé du potentiel. En vrai, mais voici comment c'est défini. Donc, le gisement, ça sera quoi? Les caractéristiques de la ressource. C'est ce qu'on a essayé de donner tout à l'heure. C'est à partir de peut-être la différence de la température, c'est dans telle zone, on a les caractéristiques du gisement. C'est bon? On a l'éolienne, on va dire ici, ça a besoin du vent, on a donc telle quantité telle vitesse de vent à tel endroit et tout. Voilà. Potentiel technique, caractéristique, donc on a fini. Voilà, on peut avoir de l'énergie ici, parce qu'on a telle caractéristique de vent, ou on a telle différence de température, de technique. Donc, quand on a fini, il faut définir maintenant le potentiel technique, c'est-à-dire caractéristiques des équipements, calcul du gisement exploitable, c'est-à-dire voici tel appareil installation qu'on va faire. Quand on va finir l'installation, voici telle quantité d'énergie qu'on va pouvoir avoir à partir de ça. Actuellement, on ne parle pas d'argent. On dit voici l'installation dont on a besoin. Cette installation dont on a besoin, voici elle va nous permettre de nous donner. Comme on a un autre truc de sable là-bas, on dit bon, c'est tel type de sable. On a eu ces sables-là, ça permet de construire tel type de maison, c'est bon pour faire les bétons, c'est bon pour faire ainsi de suite. Maintenant, il faut aller le chercher. On dit bon, pour chercher ça, il faut un camion, de tel truc. Mais on n'a pas encore parlé d'argent. Voilà. Non, monsieur, c'est comme la quantité d'énergie pour nous, ça va dépendre du matériel du métier. Et si ça fait bon, c'est en fonction de tout ça qu'à la fin, on va arriver à faire et puis on va passer au plus. Donc, caractéristique de raccordement à la terre. Quand ça va être produit là, il faut transporter l'énergie jusque sur le constat. Donc, on dit ce qu'il faut. C'est-à-dire qu'il me faut une belle de 10 roues. Mais une belle de 10 roues là, on puisse travailler correctement. Voici où on doit passer. On doit, par exemple, on est à Passam, on doit prendre l'autoroute. Parce que si on passe sur les pistes là, c'est pas bon. Donc, on a un 10 roues, mais il faut passer par l'autoroute de Passam. On passe pas à terre là-bas, on passe par l'autoroute. Donc, on a caractérisé ça. Effet de masse. Bon, tout ce que peut-être il peut avoir un peu négatif, ce qu'il faut gérer à côté.
Donc, on a fini maintenant la rentabilité économique du projet, coût de l'énergie produite, occupation de l'espace. Donc, maintenant, on va arriver. Maintenant, tu as dit qu'il faut 10 tonnes de la c'est d'ailleurs plus de 10 tonnes d'euros. Comme tu dis, tu vas passer à Bassan pour calculer tout le temps, quand tu as payé payant. Tous ces trucs-là. Voilà. Quand tu finis tout ça là maintenant, tu vas voir la rentabilité. Et puis, tu vas voir par rapport à la quantité que tu vas produire. Quand tu vas vendre, quelle est la rentabilité économique du projet. Voilà. Et puis ensuite, coût de l'énergie produite. Quand tu vas, en fonction de la rentabilité aussi, quand tu as fini, tu as fait ça. Voici l'énergie qu'il faut vendre. Maintenant, quand tu regardes aussi, tu vas voir la rentabilité, le coût de l'énergie, ce que ça te coûte. On va produire. Donc, tu vas voir combien de vont te faire. Occupation de l'espace. Alors, tu vas voir l'occupation de l'espace, c'est quoi? Par rapport à, je pense que c'est plutôt dans l'espace économique, dans l'espace de vente. Bon, est-ce que si tu prends combien de personnes qu'on cite, ça t'a rien de vendre au niveau de la Côte d'Ivoire seulement. Ou bien quand tu as la rentabilité, tu n'as pas besoin de chercher des clients ailleurs. Donc, tu vas avoir comment l'espace. C'est bon, Rufi, c'est bon? Oui, monsieur, ça va, ça va, ça va. Alors, la diapo suivante, on nous donne un peu les principes. C'est la même chose de ce qu'il y a de là-bas qu'on a détaillé ici. Alors, calcul du gisement énergétique. Donc, les principales étapes le principe général est de calcul, pardon. Il y a un R qui saute là-bas. Le principe général de calcul est d'évaluer, dans le premier R, là, on doit enlever ça, est d'évaluer le potentiel technico-économique par les étapes suivantes. Donc, à la fin, on doit arriver au potentiel technico-économique, comme on a dit, mais il faut passer d'abord par les deux premières étapes, gisement et puis technique. C'est bon? Donc, au niveau du calcul du gisement énergétique, donc, ce calcul du gisement énergétique représente les caractéristiques de la ressource. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, là. Sans prise en compte, oui. Ça veut dire, voilà. Alors donc, qui représente les caractéristiques de la ressource sans prise en compte du dispositif technologique. Ça va? De récupération de l'énergie. Ce calcul est réalisé à partir de l'analyse du gisement. Si par exemple, ici, on va aller faire, on va voir tout ce qu'on a, voir si la zone permet de produire l'énergie. Voilà, en fonction de ça, peut-être la quantité, ça permet de produire beaucoup. C'est ce qu'on va voir. Ensuite, calcul du potentiel technique qui est lié aux caractéristiques de l'équipement de récupération de l'énergie et du raccordement à terre envisagé. Ça va? Donc, on a dit là, maintenant, on va parler de dispositif. Voilà. Ce calcul est indépendant de toute considération économique. Le moment, on ne regarde pas. On dit qu'on aura besoin de ça, c'est tout. On n'a pas le prix d'abord. On a besoin de temps, et ainsi de suite. Et puis, à la fin maintenant, le calcul du potentiel technico-économique. Donc, on dit quoi? Qui introduit le chiffrage du potentiel et vise à minimiser le coût de la collectivité du kilowattheure produit tout en assurant une rentabilité économique suffisante pour l'investisseur. Donc, c'est ça. Enfin, là, maintenant, on va voir le coût, on va chiffrer tout, on va voir ce qu'il faut mettre dedans, mais il faut voir comment est-ce qu'on va minimiser le coût de production. Et puis, pour que ça soit rentable à celui qui va mettre son argent. Là, maintenant, on va parler d'argent. Bon, voilà, si on finit de faire et puis on voit qu'on a besoin d'un camion de 10 tonnes, mais bon, on essaie de voir, ah bon, si avec ça, là,
on est obligé de, en passant par truc, on va faire sur la route qui a côté de l'école, on peut la prendre, on peut essayer d'arriver donc sur le passage d'ici, ainsi de suite, pour qu'on puisse avoir. Ce potentiel dépend de deux paramètres, les deux paramètres suivants. Le coût maximum de l'énergie produite et la dimension maximale du parc. Donc, le coût et puis la zone où vous allez utiliser pour faire la dimension. C'est bon. Donc, c'est ces trois étapes-là, comme je dis là, qu'il faut voir. Donc, parti. Donc, vous voyez ici, ils ont un coût de l'énergie, ils ont un truc de coût de l'énergie. Ça ils ont fini de produire, c'est juste une carte qu'on montre. Ils ont fini de produire le coût de l'énergie, énergie produite en kilowattheure pour cette carte-là. C'est pratiquement les mêmes cartes, mais ici, on a, je ne vois pas bien, l'énergie produite. Voilà l'énergie produite. Et puis ici, on a coût de l'énergie produite. Donc, on va se rendre compte que dans des zones, voici ce que ça va nous coûter. Le produit, ça coûte plus ici. Ici, c'est bon. Ici, voilà, on voit qu'ici, en rouge, c'est énergie produite. C'est les zones où on a beaucoup plus d'énergie. Vous voyez, c'est un peu différent. On voit qu'ici, l'énergie est faible, mais le coût de production est très élevé. Donc, les gens vont essayer de voir. Peut-être que quand tu finis de voir ça, tu penses qu'il est mieux de venir t'asseoir ici pour produire. Parce que non seulement ici, le coût de production est faible, et puis l'énergie produite est élevée. Donc, quand vous avez fini ça, tu vois que si on doit installer quelque chose, c'est plutôt là. Voilà. Or, ici, tu viens, tu vas perdre. Parce que tu investis beaucoup pour produire, mais la productivité est faible ici. Bon, Rufus. Rufus. Une minute de Oui. Oui. Ouais, vous savez, il allait où? Rufus. Monsieur. Ça va? Bon, j'expliquais tout à l'heure, là, on dirait que tu t'es levé un peu. Alors, J'avais un problème avec mon micro. ouais, donc je disais simplement que je mets le pointeur ici. Bonjour, monsieur. Je mets Rufus, tu suis? Monsieur. Alors, je disais tantôt ici que vous voyez, par exemple, ici, au niveau du calcul du potentiel technico-économique, il faut comparer l'installation, le coût et puis ce qu'on gagne. Vous voyez que sur cette carte-là, ici, on a le potentiel. Hein? Le potentiel, laisse-moi bien lire, énergie produite. Voilà, on a l'énergie produite. Donc, vous voyez, en rouge, les zones en rouge, c'est les zones où il y a plus de production, n'est-ce pas? Tu suis, Rufus? Oui, monsieur, monsieur. Voilà, et puis là, c'est les zones où la production est faible. Ici, les moyens qu'on met pour produire sont sur cette carte-là. C'est bon? Donc, vous voyez qu'ici, en rouge, on met plus de moyens pour produire. Et on met plus de moyens pour produire, mais la quantité d'énergie produite est faible quand on compare les deux zones. Alors qu'ici, par exemple, l'énergie produite est élevée et les moyens qu'on met, on met peu de moyens. Donc, c'est clair que si on doit faire de l'installation pour que ça soit rentable, c'est sur cette zone-là où les moyens de mise en place d'installation, ça demande le coût est moins et puis la production est élevée. Donc, quand on regarde ensemble, c'est clair que c'est mieux de placer son installation ici que de le placer ici. C'est bon? C'est un truc aussi, c'est vrai qu'il y a un calcul et tout, mais quand on finit ça, c'est clair que quand tu donnes au décideur, il sait où il doit aller installer son élément, son truc. Monsieur, c'est comme ça apparaît un peu aux études géophysiques pour la recherche de l'eau. Là, ils finissent et puis ils laissent, on appelle ça comment? Là, une carte pour dire que, ah, voici cette position, on peut avoir plus d'eau. Voilà, et puis vous voyez qu'en matière de si
avec cette carte-là, si tu lui prends cette carte-là, il peut, avec les données numériques, faire des requêtes. Dis-lui, choisis-nous la zone où on a plus de, par exemple, on donne la valeur plus de 125. On a 125 à 150. On a plus de 125 et en même temps, le coût est inférieur à 0,27. L'ordinateur va faire sortir ces zones-là. Et ça veut dire que c'est dans ces zones-là que vous pouvez produire. Maintenant, en fonction de la taille de votre installation, vous pouvez monter encore plus. Vous pouvez dire même 150, supérieur à 125 même, c'est bon, mais supérieur à 150 même. Supérieur à 150 et puis toujours moins, l'investissement est à moins de 0,27. Lui va te sortir cette zone-là précise. Donc, c'est bon. C'est là aussi que vous voyez que c'est bien maintenant. Tout ça, vous me disiez que tantôt, les sites, ça se fait depuis longtemps. Mais maintenant, c'est encore plus élevé maintenant que les gens. Alors, donc, on a ça. Et puis, on va passer maintenant à un calcul. C'est des exemples. Ça, c'est diapo. Je passe dessus. Vous allez lire. C'est juste des exemples rapides. On vous dit calcul du gisement hydrolien. Hydrolien. Alors, donc je disais ici, c'est juste des exemples que j'ai mis ici. Alors, calcul du gisement hydrolien. Le contenu énergétique de la ressource hydrolienne dépend. Donc, ouais, quand on parle de l'hydrolien, ça va. On a quoi? La vitesse du courant, la hauteur de la colonne d'eau. C'est bon? Oui, monsieur. La colonne d'eau dans laquelle on va mettre l'appareil. Si la colonne d'eau est faible, peut-être que le dispositif même qu'on va prendre la colonne d'eau où on peut placer pour qu'on ait, et puis la vitesse. On peut avoir une petite colonne d'eau, une vitesse élevée, c'est mieux que où on est, ça ne va pas donner plus d'énergie par rapport à celui où la colonne d'eau, avec la même vitesse, dans une plus large colonne d'eau, je ne sais pas si tu suis, la même vitesse dans une plus large colonne d'eau, c'est préférable de l'avoir. Donc, on va chercher à avoir la vitesse du courant, la hauteur de la colonne d'eau. Donc, le gisement hydrolien est déterminé à l'aide d'un modèle. Donc, ici, vous voyez, ici, c'est un modèle. Dans le modèle, vous allez voir qu'il y a tout. Les caractéristiques, comme on l'a dit là, la vitesse du courant, la colonne d'eau. Peut-être même qu'on peut mettre la bathymétrie, le fond. Ça va? C'est un modèle qui existe, dans lequel on va mettre les éléments, les données collectées sur le terrain, et puis il va vous sortir la zone idéale. Ça va? Donc, on donne ça à Télémac Développement par EDF, donc vous voyez que ça, c'est un très gros logiciel. C'est très gros logiciel à un certain prix. L'exploitation des résultats du modèle hydromatique 2D ou 3D permet des dispositions des paramètres utilisés à la caractérisation de la ressource. Donc, ça va nous permettre d'avoir les caractéristiques. Et puis, marnage maximal, le marnage, c'est quoi? La marée, tous ces éléments-là. Vitesse instantanée maximale, puissance maximale instantanée, on rentre maintenant dans tout ce qui est physique, océanographie physique, c'est bon. Voilà. Énergie moyenne annuelle. Donc, on va rentrer tout ça et puis ils vont faire sortir. Ici, au niveau de un exemple, l'énergie ou l'eau motrice, le potentiel énergétique dû aux vagues, ça va, est habituellement caractérisé et quantifié à l'aide du flux linéaire de la puissance des vagues. Donc, comme j'ai dit, on rentre dans tout ce qui est physique, la puissance des vagues. Donc, l'évaluation du gisement ou moteur s'appuie sur la propagation des vagues à travers le traitement des données d'état de surface de l'eau et des côtes, ça va, de l'état de la mer océanique et des côtes. Donc, ils vont traiter ces données de tout ce qui va être dans les vagues, il y a faim, action, toutes ces choses-là, on va l'utiliser pour limiter
Exemple, Atlas numérique développé par EDF, tout ça là. Alors, la détermination du potentiel des houles nécessite des bases de données d'état de la mer. État de la mer, température, pression, tous ces éléments-là. Donc, ce sont les données d'état de surface de la mer. Précise et sur des périodes suffisamment longues pour être représentatives d'un point de vue statistique. Donc, c'est quoi? C'est vrai, ce n'est pas pour prendre pour aujourd'hui, mais c'est de voir comment ça se comporte depuis le passé. Est-ce que ces paramètres qu'on a là, on l'a depuis un longtemps? Parce qu'il ne faudrait pas prendre aujourd'hui, parce que vous avez des données aujourd'hui, on va déterminer des gens qui sont mais peut-être demain, les conditions vont changer. Peut-être que ces conditions que nous avons là, cette condition-là, elle est temporaire. Ça va? Elle n'est pas continue. Donc, il faut une étude, elle est donnée sur très longtemps dans le passé, depuis longtemps, pour voir que, en général, en moyenne, c'est comme ça se présente. Et c'est en fonction de la moyenne qu'on va dire qu'on pourra avoir quelque chose. Et si on le prend pour cette période-là, et que demain, en fait, c'était juste un pic d'une période. Et ils vont finir toutes les installations dans 2 ans, 3 ans. La production, il faut une production moyenne. Donc, des données assez lointaines dans le passé aussi. Alors ici, c'est pratiquement la même chose. C'est un exemple. On va recueillir les données, on va le mettre dans tout ce qui est dans le système, dans le serveur. On va avoir les fichiers dans les documents papier, on a les serveurs, et puis bon, tout ça, c'est recueil puis diffusion des données qu'on va mettre maintenant dans les logiciels. Le gros logiciel, le truc, hein, harmonie, analyse, affichage, on va analyser dans le logiciel où vous voyez ici, au niveau de cette carte ici, là, où vous voyez, on finit par définir une zone de potentiel de la zone, ça va en matière d'énergie. Vous voyez comment déjà, là-bas, les gens bossent dessus. C'est rien, sont en avance. Bon. Le paysage, l'environnement, pêche, défense. Donc, on met tout ça dedans, en fait. Parce qu'on ne peut pas installer dans une zone aussi où les gens, ça va empêcher la pêche aussi, alors que c'est une zone de pêche. Bon, on va donner de l'électricité, mais là, on ne va plus avoir à poser. Donc, tous ces paramètres doivent être rentrés aussi. Doivent être rentrés dans le logiciel. Quand on a fini le potentiel, il faut regarder aussi maintenant l'espace où ça va être installé. Qu'est-ce que la production va générer? Voilà. Au niveau de la défense aussi, de la sécurité air maritime aussi, bon, il y a tout ça aussi. Donc, on va alimenter le gros logiciel qui est là-bas, un où il y a l'archivage, le service web, état de tout ça. Et puis, on va faire sortir la carte finale, pour visualiser. Et là, on va envoyer ça au boss. Quand on a fini la technique, on va envoyer ça au boss ici, c'est bon. Et voilà, en réunion de concertation, les gens vont décider. Et puis, on a le géoportail ici. Alors, ici, on a l'exemple de détermination, c'est toujours les mêmes détails. Voilà. On a les maillons et puis les détails de l'activité. Donc, au niveau de la recherche, on a la recherche et le développement, et puis à la fin, la maintenance et tout ça. Donc, on a le premier maillon, étude d'ingénierie du projet, identification de la zone, courantologie, études sédimentaires, tout ce qui est là, obtention d'autorisation de faisabilité, tout ça, ça va. Ensuite, on passe au maillon 2, la fabrication des éléments. On a déterminé tout, on a vu la courantologie, les caractéristiques, tout. Maintenant, il faut fabriquer. Fabrication des pales, générateurs et nacelles. Les pales, c'est quoi? C'est ce qui va tourner l'argent, les hélices, là, les grosses pales, là, voilà. Ensuite, on a générateur et puis nacelle, le moteur. Et puis nacelle, c'est celui qui va le porter, là. Tout ce qui va le porter. Ensuite, assemblage. Donc, intégration hydrolienne, préassemblage, stockage. On a la fondation, il faut aller construire la fondation, c'est bon. Si c'est flottant ou bien c'est fixe, ça va dépendre. Ensuite, on a pose de la fondation et pose de l'hydrolienne. Pose de l'hydrolienne et de la fondation, mais évacuation, fabrication, pose de câbles, principe des câbles principaux et poste de transformation. Donc, on va faire les câbles principaux, voici comment on voit l'énergie, les postes de transformation de l'énergie, tout ça. Exploitation du parc, donc télésurveillance, la selle du parc. Donc, ensuite, maintenance, grande vitesse, préventive à terre, maintenance, puis curative et tout ça. Et puis après, bon, s'il y a un souci, il y a des trucs,
On va démanteler ce qu'il y a à démanteler. Ça va? Rufus, ça va? Alors, je vous ai dit que ça va pas être long. J'ai dit 10h30, on ne va pas atteindre. Alors, si le développement de l'énergie marine est encore marginal à l'heure actuelle, elle représente un potentiel de développement très important à long terme, à moyen terme, à long terme. Ça va? Donc, à long terme, il y a les études, ça sera très important. On est capable de se passer de l'énergie possible. À moyen terme, le déploiement à grande échelle des énergies marines dépendra de la capacité des acteurs de la filière à répondre à plusieurs défis technologiques et économiques, et à s'affirmer face à la concurrence d'autres énergies. Ça va? Économique, technologique, c'est tout qui est dû. Bon, les gens, ils ont des grands fonds populaires, ils cherchent, ils ont l'argent. C'est un peu malheureusement pas trop chez nous. Nous, on a tous les problèmes ici. Il n'y a même pas l'argent même pour financer. Les peu, ils financent, ils trouvent quelque chose même pour déployer même ce problème. Bon, il y a ces deux côtés-là. L'argent même pour faire la recherche. Au cas où il y a quand on trouve un peu d'argent pour faire, c'est aussi, mais quand c'est fini pour déployer, bon, bon, comme tout le jour, c'est vrai, il y a les universités, mais ces recherches, souvent, doivent être financées par les structures. Si tu vois, on ne fait pas beaucoup d'aider, le monde en temps, quand on met dedans, c'est des grands amis, donc ils mettent l'argent dedans. Alors, donc, c'est tout. Du coup, il n'est pas long. Demain, je vous dis des mots plus tard, on va vous envoyer les consignes pour le travail à faire. D'abord, il y a des questions? Monsieur, s'il vous plaît, il y a des logiciels, en fait, il y a des sites où nous pouvons prendre les données pour les travaux. S'il y a des... ça va dépendre, mais je pense que peut-être qu'on va fournir en fonction de ce que je dois vous demander de faire. On va vous fournir ces données-là. On peut tantôt simplement vous demander à partir des données qui sont là-bas, là, de générer une carte et puis de nous montrer la zone où on peut potentiellement, en fonction du type, si c'est boulot motrice, on peut vous demander quelle est la zone. En ce moment, vous irez chercher, par exemple, dans la documentation pour savoir que pour avoir un parc moteur, voici le truc de la route qu'il faut, les caractéristiques de la route. Bon, les données, si c'est une donnée de route, vous avez remis. Bon, vous allez trouver, vous allez dire c'est dans quelle zone on peut faire en fonction des caractéristiques, mais quelque chose quand même de tout simple derrière l'image. D'abord, D'accord, monsieur, c'est compris. Oui, monsieur. Moi, ma question est c'est-à-dire, nous, je me tiens aussi à nous cas, quel est notre rôle exact dans la recherche de ces nouvelles énergies? Oui, il y a beaucoup de choses. Dans la recherche de ces nouvelles énergies, si vous tombez quelquefois quelque part, où vous avez la notion de tout ce avec le cours que vous avez fait, c'est ce pour lequel on fait. C'est vrai qu'on est en train d'essayer d'améliorer encore avec le docteur, comment il s'appelle, Chapouré. Vous avez les caractéristiques qui est aussi. Vous-même, quand vous faites vos recherches, vous l'avez. Si vous êtes dans une boîte en tant que scientifique, vous êtes chargé de produire des cas de température de produire des cas de, comment on appelle, de produire des cas de la hauteur de la roue, de la marée, de la température. Ça, vous pouvez le faire. Vous pouvez le contrôler. Tout à l'heure, quand j'ai montré l'exemple où il y avait le coût et puis il y avait la productivité. C'est du cycle qui va vous permettre de faire les résultats pour sortir dans une. C'est un cycle qui va vous permettre de mettre ça dans une base de données. Donc, vous voyez que si vous êtes dans un truc, vous avez votre place parce que vous saurez, c'est du cycle que les gens font. Tout ce qui est pour déterminer les zones dans l'affaire. Économique, c'est à part, mais cartographie par rapport au potentiel. C'est à vous de, quand vous trouvez, si on dit pour déterminer voici telle caractéristique. En tant que civiliste, ou bien si vous pouvez même faire un programme pour dire au programme qui dit j'ai besoin de tel niveau de puissance. Vous avez vu, il y a un mot on a cité, on a parlé de puissance, on a parlé de. Je reviens d'aller un peu. Voilà, ici, on a parlé de marnage maximal, vitesse instantanée. Ce sont des données que vous pouvez avoir. Et ces données-là, vous avez les capacités de les traiter dans un cycle. Les logiciels, il y en a, il y a le puissant qu'on connaît, comment on appelle, UGIL. Mais si par exemple, vous êtes tombé ici, on vous dit, voici Télémac, mais vous aurez déjà une idée de ce Télémac-là. Parce que vous savez que, quand même, c'est un peu comme des logiciels qui sont c'est un programme.
Voilà, donc il y a, si vous tombez dedans, il y a toutes vos places. Ça va? S'il vous plaît, inversement, on peut utiliser cette technique-là pour identifier les gîtes, non? Les gîtes. Quels gîtes? En matière d'exploitation des mines. Oui, c'est ça. Oui, ils en ont aussi dans leur technique aussi. Ce que vous pouvez faire avec les cartes, vous allez le faire. Parce que dans toutes les choses, avant, en fait, c'est ce qu'il dit, ça se faisait, mais les gens ne le faisaient pas à cette échelle-là. Les gens ne le faisaient pas sans le sang. Maintenant, avec les sites, les gens sont plus puissants. Regardez, par exemple, tout le monde essaie d'utiliser la image de détection maintenant. Les gens essaient d'utiliser les images. Il y a il y a les logiciels que nous connaissons, mais par rapport aux entreprises, quelquefois, il y a des logiciels dédiés, des gros logiciels qui l'achètent. Mais qui, à la fin, c'est ça. Quand tu vas aller faire les mines, on va te dire d'abord d'aller faire une carte de choses, les choses physiciens là. Vous allez aller faire du magnétisme. Mais quand on va prendre un truc de magnétisme là, il va aller chercher la zone où ça doit respecter certaines normes de magnétisme. On va envoyer faire d'autres données, des Léonard. C'est des données qu'on prend. Toutes ces données-là, avec le GPS, on les rentre dans certains éléments. Et puis après, on va les recouper, faire des requêtes avant de dire, bon, c'est ici qu'on doit faire l'exploitation, avec d'autres données qu'on va rentrer. Donc, quand on est spécifique à toute chose, ceux qui sont là-bas, lui, il sait les données qu'il faut aller chercher. Toi, peut-être, tu fais les mines, tu ne connais pas, mais si tu sais, tu connais les données, les caractéristiques, normalement, ce n'est pas trop difficile pour toi, sachant les caractéristiques pour avoir un gisement exploitable là-bas qu'il faut rentrer dans un logiciel. Si c'est un logiciel dédié, un logiciel maison qui a été fait, bon, tu vas prendre en main, mais je ne pense pas que ça soit aussi différent parce que c'est paramètres qu'on rentre. C'est bon? Je fais. D'accord, monsieur, merci beaucoup. D'accord. Comme j'ai dit, d'ici demain, je vous donne, on va vous donner les consignes et puis les éléments pour vous. L'examen, et puis bon, on va le faire. Ok, monsieur, j'ai compris. Est-ce qu'il y a... Bon, les quiz, on a fini le coup, faites le quiz. Maintenant, les choses d'activité, là, ça ne va pas dépendre de la date de la part. C'est moi qui ai pas touché, je vais demander ça. On va faire le quiz. Et puis, bon, en fonction des consignes, allez, donc, je vais là. Plus vite. Plus vite. Plus vite. Ouais, j'arrive. Ouais, Jerry. Ouais, Jerry. Qui vient, là? Ouais, il arrive comme ça. Il me l'a chap. On va t'aller. Mais tu as commencé déjà les données de 2017 là. Ça passe. Hein, Jerry? Oui. Les données optiques et puis en date de 2017 là, tu as commencé à télécharger. C'est la même chose là, c'est les mêmes all-in. Et c'est un matin, c'est all-in. Il y a pas longtemps qu'il arrive comme ça. Il me l'a chap. Les gens, c'est